Cube Radio. Épilogue. Bienvenue à notre deuxième épisode sur l'histoire du rapatriement des exilés du FLQ. Je suis Benjamin Tremblay et je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut Ben. Dans le premier épisode, on a su que le journaliste Régent Tremblay a lunché en 1978 avec le ministre de la Justice de l'époque, Marc-André Bédard. Et que suite à ça, il a reçu un coup de fil mystérieux. Oui, vraiment mystérieux. Quand il nous a raconté ça, j'ai trouvé ça incroyable. Il a dit avoir reçu un appel d'une femme qu'il connaissait pas, qui lui demandait de prendre des notes pour lui donner une adresse à Paris. Écoute, je veux pas en dire plus, mais c'est pas mal clair d'où venait l'appel. On va vous laisser tirer vos conclusions. Le lundi matin, sur la rue Savard à Saint-Hubert, je suis revenu le dimanche soir. Le lundi matin, vers 9h, 9h30, le téléphone sonne. Puis je réponds, c'est une voix de femme qui me dit « L'adresse que vous cherchez, avez-vous un stylo? » J'ai dit « Oui. » Bon, elle m'a dit « L'adresse que vous cherchez. » Elle m'a donné une adresse détaillée. L'adresse à Courneuve. As-tu une idée d'où ça pourrait venir? Ah, ça venait du bureau du ministre, ouais. C'est évident. Puis that's it. C'est tout ce que j'ai eu. Fait que là, j'étais marié à l'époque avec Christiane Tremblay. J'ai dit à Christiane, ça te tente-tu d'aller à Paris? C'est la première fois qu'on n'avait jamais mis les pieds à Paris. C'était le bon moment pour aller en vacances. J'étais en vacances, là. Le Canadien ne recommençait pas avant le mois de septembre. Écoute, on se croirait dans un film d'espionnage. Aujourd'hui, on poursuit là où on s'est arrêté dans le premier épisode. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, on vous recommande fortement de retourner en arrière et de commencer avec ça d'abord. Ce sera plus facile à suivre pour vous chronologiquement. Mais d'abord, avant de plonger dans le récit du retour des exilés du FLQ de Paris, il faut comprendre c'est quoi la crise d'octobre 70. Pourquoi c'est encore dans les cartons du gouvernement québécois en 1978? L'ancien ministre de la Justice, Marc-André Bédard. Monsieur Bédard, pour ma part, je suis un peu plus jeune, puis je n'ai pas vécu les épisodes du FLQ. Et moi, quand je pense à 1978 et à ce moment d'exilé-là, ce que je voudrais savoir, c'est un peu quel était le contexte, comment on voyait le FLQ à ce moment-là, étant donné que c'était plusieurs années après. Est-ce que c'était encore un sujet très chargé quand on vous parlait de ça? Est-ce que c'était émotif ou est-ce que le Québec est un peu passé à autre chose? Non, je pense que ça demeurera toujours, je crois, un épisode, comme vous dites, où il y a beaucoup d'émotions, parce que c'est quand même des individus qui avaient décidé d'opter pour une manière d'agir pour faire la promotion de leurs convictions qui ne cadrait pas du tout avec la manière démocratique adoptée par le Parti québécois ou par l'ensemble des souverainistes du Québec. Maintenant, c'était une période, quand vous parlez de la crise d'octobre, hein, et puis des mesures de guerre, c'est une période assez spéciale, n'est-ce pas? Vous savez, c'est pas la période la plus glorieuse sur le plan démocratique, là. Je me rappelle dans le temps, quand je suis arrivé, là, j'essayais de faire passer le Parti québécois comme étant un parti révolutionnaire, felkiste, tout ce que vous voudrez, là. Ce qui n'était pas le cas, naturellement. D'ailleurs, il y avait dans le temps, je me rappellerai toujours que M. Drapeau avait fait ses élections là, en faisant cet amalgame. Il y avait également M. Marchand qui prétendait qu'il y avait des milliers de felkistes pour justifier les mesures de guerre. Vous vous rappelez sans doute de ça? Et, je sais pas, non, vous êtes trop jeune, je pense. Hein? On est les deux trop jeunes. Moi, j'ai 48, Benjamin, il a 24. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 20 avril 1968, Pierre Elliott Trudeau devient premier ministre du Canada. À peine une semaine plus tard, le 29, les libéraux québécois de Robert Bourassa prennent le pouvoir. L'époque est au grand changement politique.
En France, c'est mai 68, les manifestations étudiantes, la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. En Chine, c'est la révolution culturelle. Partout, on voit un mouvement de décolonisation des peuples. Le temps est à la révolution. Donc, en automne 1970, le FLQ, le Front de libération du Québec, est déjà scindé en 2 cellules distinctes. De la cellule Chénier, dirigée par Paul Rose, et Libération, dirigée par Jacques Lanctot. En 1970, le FLQ est déjà très actif depuis plusieurs années, puis il dit que son objectif est de libérer le Québec des symboles coloniaux, britanniques, fédéralistes, notamment par des attentats à la bombe ou l'usage de la force. Partout, on découvre des complots pour l'enlèvement de diplomates, comme le consul d'Israël ou le consul des États-Unis. Le 5 octobre 1970, c'est dans ce contexte-là que le diplomate britannique James Cross est enlevé par la cellule Libération du FLQ. Pour certains, c'est le vrai début de la crise d'octobre. Pour libérer Cross, le FLQ demande notamment, parmi autres choses, la libération de 23 prisonniers politiques, une rançon de 500 000 $, une fortune pour l'époque, la diffusion du manifeste du FLQ dans les médias, puis un avion pour les transporter à Cuba ou en Algérie avec un sauf-conduit. Un sauf-conduit, c'est un document qui est accordé par le gouvernement d'un pays à un citoyen étranger qui lui donne le droit à la liberté à l'intérieur de ses frontières. C'est une forme d'asile politique, dans le fond. Tout de suite, le gouvernement du Québec trouve que leurs demandes sont exagérées, puis ils refusent. Ils acceptent tout juste d'ouvrir une négociation. Le 3 décembre, on négocie finalement la libération de l'otage James Cross en échange d'un sauf-conduit vers Cuba pour les ravisseurs et pour leurs familles. En 1974, le clan Lanctot passe de Cuba à Paris, en France gaulliste, qui a aussi comme politique nationale de prêter refuge aux révolutionnaires du monde. De cette époque-là, on n'a pas beaucoup d'informations. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient en France, c'est bien ça? On Oui, parle au moment exilés du FLQ. Oui. Après, Régent Tremblay. lors de la crise d'octobre en 70, en octobre 70, à la fin, lors de la libération de James Cross, la négociation qui avait été faite, c'est, je me rappelle, j'ai vu les images à la télé de ça. Il y avait les Felkis, Jacques Cossette-Trudel, sa femme Louise Lanctot. Après ça, Jacques Lanctot. Puis les autres, je ne me souviens plus des noms. Je pense qu'il y avait Charbonneau puis Simard. Il était 6 ou 7 dans la cellule. La cellule Libération. Ouais. Et donc, ils les avaient mis dans des voitures avec des escortes de police. Ils les avaient amenés à l'aéroport, puis il y a un avion qui les avait été les conduire direct à Cuba. Où Fidel Castro leur a donné l'asile politique. Puis là, ils ont travaillé dans les champs, puis c'est bien, c'est révolutionnaire quand tu ramasses la canne à sucre, ça devient dur. Puis après un certain nombre d'années, après 3 ou 4 ans, ils ont obtenu un sauf-conduit puis un accueil de la France. OK. Donc, les Français savaient qu'ils étaient sur leur territoire. Ah bon, oui, ça s'était fait de façon... Parce que la France accueille les révolutionnaires. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. C'est une vieille tradition qui remonte à la Révolution française. Et donc, ils ont été accueillis en France. Je voulais découvrir Paris, ça c'est l'objectif numéro 2, puis voyager la France. Mais mon objectif premier, c'était d'aller rencontrer les Felkis. Ça, là, je trouvais ça emballant. Comme journaliste, je trouvais que ça valait la peine de... Oui, parce que visiblement, le voyage au complet était presque devenu un prétexte pour pouvoir aller voir... Ouais. Ben, c'est-à-dire, tu sais, j'allais en vacances, mais dans mes vacances, je prenais une journée au moins. Hey, j'ai l'adresse. Oui, c'est sûr. Mais dans l'avion, l'attaché, le chef de cabinet qui accompagnait Bédard à Roberval... Il était là. Oui, il s'en allait Ça en faisait vacances. pas mal de hasard, non? Oh, non, lui aussi s'en allait en vacances à Paris, dans le même vol. C'était formidable, hein? Ben oui. Fait que... T'es arrivé à Paris, puis là... Avez-vous échangé quelques mots? Ouais. Avez-vous, dans l'avion? Ouais, on a jasé de la traversée. As-tu demandé pourquoi il était là? Non, il s'en allait en vacances. Il y avait sa blonde avec lui. OK. Un hasard pur.
Et donc, je l'ai dit, là, j'ai dit, moi, là, on arrive à Paris, on passe 2-3 jours, après ça, on m'en va direct je vais voir Cossette-Trudel. À Courneuve. Courneuve, puis il me dit, ça va faire une maudite histoire. Quand tu lui as dit ton plan dans l'avion au chef de cabinet, lui... c'est un chef de cabinet politicien, il a une face de bois. Il n'a rien montré. Il n'a pas montré d'émotion, il n'a pas réagi. Ah, il dit ça pourrait être intéressant pour le lecteur, mais pas plus que ça. J'étais pas niaiseux, je couvrais le Canadien. T'as coutumé à essayer de te faire mentir tous les jours. Tu connais la game. Et Régent nous disait que lorsqu'il a pris son avion pour aller à Paris, lorsqu'il a parti suite à l'initiative où il avait choisi, où il avait décidé d'aller faire une série de reportages à Paris, il s'est retrouvé dans l'avion qui l'amenait à Paris en compagnie. Il y avait déjà dans l'avion votre chef de cabinet de l'époque. Ah, peut-être. Mais là, vous m'apprenez quelque chose que je ne sais non, que j'ai aucun, non seulement que j'ai aucun souvenir, mais vous me l'apprenez. Sûrement, c'est une chose qui est sûre, là, il n'y a pas de connexion par rapport à ce que je viens de vous dire, puis la rencontre avec le chef de cabinet dans l'avion. Pas tout. Fait que, on est arrivé à Paris, puis là, à un moment donné, j'ai loué une auto. Ouais, je vais louer une auto, puis il n'y avait pas de GPS, là. Tu louais une auto, puis tu prenais une carte de Paris, puis tu disais, là, prends ton crayon, puis marque ce qu'on s'en va, là. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Et là, on est arrivé à l'adresse, puis j'ai pris l'ascenseur, je me rappelle, j'étais avec Christiane. Puis j'ai monté. Ce que j'ai remarqué d'abord, quand je suis arrivé, on a pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage, puis les autres étaient au 15e. Donc, il fallait monter un autre. Il y avait 3-4 logements en haut, là. Mais c'est pas l'opulence. Non, c'est pas le principe que plus t'es haut dans la tour, plus t'es riche. Pas en tout. Là, il n'y avait pas d'ascenseur. C'est le dernier étage. Ça m'avait bien frappé. Puis là, je suis rentré. Puis il y avait les 2 enfants étaient là avec les parents. Il y avait un petit bébé. La sœur d'Alexis Cossette-Trudel devait avoir 1 an. Puis lui, le petit gars, il devait avoir 5 ans. Et là, mais imagine-toi, là, t'arrives, tu cognes, il ouvre la porte, tu rentres, tu dis bonjour, je suis Régent Tremblay, chroniqueur de hockey. Avais-tu une notoriété à cette époque-là qui fait qu'il aurait pu te reconnaître? Non, okay. Pas encore. C'est quoi ce clown-là? La première réaction, c'est... Mais Louise Langto, tu sais, était plus sur ses gardes. Jacques a toujours été, j'ai trouvé, plus chaleureux, moi. Mais tout de suite, j'ai dit, écoutez-moi bien. J'ai dit, moi, vous dire pourquoi je suis ici. J'ai dit, le ministre de la Justice, Marc-André Bédard, c'est un ami personnel. J'étais avec lui avant la traversée du lac Saint-Jean. Ce que j'ai cru comprendre de lui, c'est, il pense que le temps est venu pour vous, pour rentrer au pays. Puis, moi, je pense que pour vous faciliter, il faut absolument vous débarrasser de votre image de bandits. Vous avez enlevé, vous êtes des terroristes. Il faut raconter comment est-ce que vous vivez. C'est quoi le prix que vous avez déjà payé. Vous n'avez pas 30 ans, vous êtes poigné ici, là, tu sais. Tu peux pas faire de carrière en France quand tu es un réfugié politique, là. Et ça a pris une grosseur, ça. Le pitch de vente, là, je dirais 3/4 d'heure, 1 heure. Pour les convaincre de se confier puis d'embarquer dans le projet. Ouais, puis là, j'ai dit, la seule façon, là, pensez-y. Je pense qu'ils ont téléphoné à Jacques Langto. Parce que Jacques Langto est arrivé pendant l'entrevue. Leur frère, le frère de Louise. Puis j'ai dit, je suis pas un avocat, mais je suis un bon journaliste, par exemple. Ce que je vois, c'est une bonne histoire. C'est quoi qui les faisait hésiter? Ben, il n'avait jamais donné d'entrevue. Il n'avait jamais parlé, les autres, depuis... même pendant la crise, il s'était pas arrêté avant de prendre l'avion faire bye-bye au monde. Il s'en allait à Cuba. Puis
je suis assis devant eux autres. Puis ma femme était à côté. Puis j'ai parti l'enregistreuse, puis mon calepin. Puis là, j'ai posé. Puis ils m'ont raconté comment ils avaient vécu ça à Cuba, puis etc. Mais ça, c'est la première demi-heure, c'était purement factuel. Mais on est rentré vite. Quand Louise, elle m'a dit, c'est Louise Langto qui a dit, elle dit, elle dit la violence comme on l'a fait, je pense que on le regrette ou quelque chose de. Mais elle dit, on reste communiste à l'époque. Elle dit, je suis convaincu que c'est le communisme qui peut faire progresser le peuple québécois, puis etc. Puis là, tu sais, et là, ça a duré, je dirais à peu près, mettons 1h15, 1h20, l'entrevue comme telle. Là, à un moment donné, quand j'avais tout ce qu'il fallait pour écrire, là, quand c'était fini, j'ai dit, moi, je m'ai parlé au ministre, à monsieur Bédard. J'ai dit, est-ce que ce serait quoi les conditions? C'est pas officiel, là. J'ai dit, moi, là, je suis pas un chef de cabinet. Mais si vous avez des conditions, vous avez des désirs, c'est le temps, là. Là, il n'y a plus d'enregistreuse. Le seul témoin, c'est... Qu'est-ce que ça prend pour... Ça serait... Elle dit, je voudrais qu'on revienne avant que les enfants aient 6 ans et qu'ils puissent commencer leur école au Québec. Puis elle dit, la deuxième condition, je veux pas aller dans une prison fédérale. Donc, ça voulait dire, ça prenait une condamnation en bas de 2 ans. En bas de 2 ans. 2 ans moins un jour, c'est provincial. C'est provincial, 2 ans, à 2 ans, c'est fédéral. Est-ce qu'ils ont évoqué une raison pour laquelle ils ne voulaient pas être incarcérés sous régime fédéral? C'était par rapport à leurs valeurs? Ben, par rapport à leurs valeurs, puis le fédéral avait envoyé l'armée. Non, il avait peur. Non, il avait peur d'eux autres, qui les trustaient pas, avec raison. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est les... J'avais pas d'autres conditions que ça. C'était le message que j'avais pour Marc-André Bédard, c'était ça. Et là, toi, t'es encore à Paris à ce moment-là. Ouais. Tu passes encore quelques jours à écrire des articles sur cet entretien-là, autrement dit. Ben là, je retourne à l'hôtel. Là, j'écris le texte. Mais là, on est en 78. Il n'y a pas d'Internet. Il n'y a rien, là. Puis là, j'ai appelé la presse. J'ai parlé à Yvon Dubois, qui était le rédacteur en chef. Je pense que c'est Yvon Dubois en 78 qui était là. Et là, j'ai dit, Yvon, c'est Régent. Ouais, t'es en vacances, là, avec les glorieux. Mais j'ai dit, là, je suis à Paris. Je viens de passer 2 heures avec les Cossettes Trudel. Pardon? Il dit, comment t'es avec les Cossettes Trudel? Je dis, hey, viens, niaise-moi pas. Puis je dis, puis j'adorais Yvon, il était truculent. Puis, là, il se met à sacrer. Comment tabarnak de calice? Qu'est-ce que tu me dis là? Je dis oui. Mais là, mais il dit comment tu... Mais là, il dit, hey, c'est trop compliqué, là. Puis appeler à frère viré, ça coûte cher. Et fait que là, je dis, écoute, Yvon, j'ai un texte. J'ai des photos aussi. Ah oui, puis après, j'ai pris des photos avec en noir et blanc, avec ce qu'on appelait un Kodak dans le temps, là, un petit appareil 35 mm. Là, j'avais pris des photos. Là, tu sais même pas si les photos sont bonnes. Tu peux pas les ouvrir et regarder, ils sont pas développés. J'avais ça sur un rouleau de film. Fait que là, il m'a dit, Régent, va-t'en à l'aéroport, là, pogne un pilote d'Air Canada. Il n'y avait pas de service de courrier par avion ou... Comment tu veux envoyer ça? C'est un autre... Vous autres, votre génération, vous ne pouvez pas concevoir ça. T'es à Paris, t'as écrit le texte, j'aurais pu le dicter, mais il faut que j'envoie la photo. Comment tu veux que j'envoie la photo? Je suis reparti à l'aéroport. À l'aéroport. Là, j'ai spoté où est-ce que passaient les équipages entraient. Là, j'ai vu arriver un pilote d'Air Canada. Fait que là, j'étais allé. Lui, il me connaissait, vraiment. Il t'a reconnu? Ouais. C'était un amateur des Canadiens. Un amateur des Canadiens. Là, j'ai dit,
peux-tu vous donner 20, vous donner 20 piastres. C'est tellement ridicule. Mais j'avais 33 ans. En 78, 20 piastres, ça devait être 100 aujourd'hui, je présume. Un pilote d'Air Canada qui faisait 100 000, il sacrait dessus du 20 piastres. De ton 20 piastres. Et là, là, je lui ai dit, mais c'est important. Il dit, c'est les Cossette Trudel, les Felkis. Il dit, fie-toi à moi, ça va être fait. Puis là, je pense que là, c'est ce que je fasse. Je suis parti. Je l'ai donné. On est reparti. Puis là, enfin, là, je pouvais tomber en vacances. On arrivait, on achetait le fromage de la ville, la bouteille de rouge de la ville, puis le pain de la ville. Puis on se trouvait une table, quelque chose de romantique. On ouvrait le coffre, on mettait la bouteille là, puis on mangeait là. Mais j'avais 33 ans. C'était pas compliqué, la vie, à 33 ans. Fait que là, ton article est en train de s'imprimer pendant ce temps-là. Ouais. As-tu eu connaissance, à travers tout ça, que l'information aurait pu fuiter auprès d'autorités fédérales puis qui se seraient intéressées à l'histoire? Parce que là, ce document-là qui circule, moi, je pense que si les Canadiens savent, puis je parle pas du club de hockey, savent que ça existe, ils veulent l'intercepter. Ben, moi, je pense que oui. Mais là, j'ai rien fait d'officiel. J'ai fait de l'entrevue. Je présume qu'ils ne devaient pas les surveiller 24 heures par jour. Puis j'ai jamais fait de demande d'entrevue. Je suis vraiment arrivé là. J'ai cogné à la porte, puis je suis rentré. That's it. Et puis j'avais pas pris de rendez-vous, j'avais rien. Louise Langto, dans son livre, a dit, il est arrivé un chroniqueur de sport qui disait connaître Marc-André Ménard. Dans le prochain épisode, comment Régent Tremblay aurait pu, selon lui, remettre les demandes des Felkis au gouvernement? Comment joue le retour des Felkis de Paris? Est-ce que le gouvernement de René Lévesque croyait véritablement au rachat des Felkistes? C'est à suivre dans le prochain épisode d'Épilogue. À bientôt. Animation, Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Ménard Suarez à la recherche. Une production Cube Radio.